Chapitre 6 Histoire stationnaire et histoire cumulative. La discussion de l'exemple américain qui précède doit nous inviter à pousser plus avant notre réflexion sur la différence entre histoire stationnaire et histoire cumulative. Si nous avons accordé à l'Amérique le privilège de l'histoire cumulative, n'est-ce pas en effet seulement parce que nous lui reconnaissons la paternité d'un certain nombre de contributions que nous lui avons empruntées ou qui ressemblent aux nôtres? Mais quelle serait notre position en présence d'une civilisation qui se serait attachée à développer des valeurs propres, dont aucune ne serait susceptible d'intéresser la civilisation de l'observateur? Celui-ci ne serait-il pas porté à qualifier cette civilisation de stationnaire? En d'autres termes, la distinction entre les deux formes d'histoire dépend-elle de la nature intrinsèque des cultures auxquelles on l'applique, ou ne résulte-t-elle pas de la perspective ethnocentrique dans laquelle nous nous plaçons toujours pour évaluer une culture différente? Nous considérerions ainsi comme cumulative toute culture qui se développerait dans un sens analogue au nôtre, c'est-à-dire dont le développement serait doté pour nous de signification. Tandis que les autres cultures nous apparaîtraient comme stationnaires, non pas nécessairement parce qu'elles le sont, mais parce que leur ligne de développement ne signifie rien pour nous, n'est pas mesurable dans les termes du système de référence que nous utilisons. Que tel est bien le cas, cela résulte d'un examen même sommaire des conditions dans lesquelles nous appliquons la distinction entre les deux histoires, non pas pour caractériser des sociétés différentes de la nôtre, mais à l'intérieur même de celle-ci. Cette application est plus fréquente qu'on ne le croit. Les personnes âgées considèrent généralement comme stationnaire l'histoire qui s'écoule pendant leur vieillesse, en opposition avec l'histoire cumulative dont leurs jeunes ans ont été témoins, une époque dans laquelle elles ne sont plus activement engagées, où elles ne jouent plus de rôle, n'a plus de sens. Il ne s'y passe rien, ou ce qui s'y passe n'offre à leurs yeux que des caractères négatifs. Tandis que leurs petits-enfants vivent cette période avec toute la ferveur qu'ont oublié leurs aînés. Les adversaires d'un régime politique ne reconnaissent pas volontiers que celui-ci évolue. Ils le condamnent en bloc, le rejettent hors de l'histoire, comme une sorte de monstrueux entracte à la fin duquel seulement la vie reprendra. Tout autre est la conception des partisans, et d'autant plus, remarquons-le, qu'ils participent étroitement et à un rang élevé au fonctionnement de l'appareil. L'historicité, ou pour parler exactement, l'événementialité d'une culture ou d'un processus culturel, sont ainsi fonction non de leurs propriétés intrinsèques, mais de la situation où nous nous trouvons par rapport à eux, du nombre et de la diversité de nos intérêts qui sont gagés sur eux. L'opposition entre cultures progressives et cultures inertes semble ainsi résulter d'abord d'une différence de localisation. Pour l'observateur au microscope, qui s'est mis au point sur une certaine distance mesurée à partir de l'objectif, les corps placés en deçà ou au-delà, l'écart serait-il de quelques centièmes de millimètre seulement, apparaissent confus et brouillés, ou même n'apparaissent pas du tout. On voit au travers. Une autre comparaison permettra de déceler la même illusion. C'est celle qu'on emploie pour expliquer les premiers rudiments de la théorie de la relativité. Afin de montrer que la dimension et la vitesse de déplacement des corps ne sont pas des valeurs absolues, mais des fonctions de la position de l'observateur, on rappelle que pour un voyageur assis à la fenêtre d'un train, la vitesse et la longueur des autres trains varient selon que ceux-ci se déplacent dans le même sens ou dans un sens opposé. Or, tout membre d'une culture en est aussi étroitement solidaire que ce voyageur idéal l'est de son train. Car dès notre naissance, l'entourage fait pénétrer en nous, par 1000 démarches conscientes ou inconscientes,
un système complexe de références consistant en jugement de valeur, motivation, centre d'intérêt, y compris la vue réflexive que l'éducation nous impose du devenir historique de notre civilisation, sans laquelle celle-ci deviendrait impensable ou apparaîtrait en contradiction avec les conduites réelles. Nous nous déplaçons littéralement avec ce système de référence et les réalités culturelles du dehors ne sont observables qu'à travers les déformations qu'il leur impose, quand il ne va pas jusqu'à nous mettre dans l'impossibilité d'en apercevoir quoi que ce soit. Dans une très large mesure, la distinction entre les cultures qui bougent et les cultures qui ne bougent pas s'explique par la même différence de position qui fait que pour notre voyageur, un train en mouvement bouge ou ne bouge pas. Avec, il est vrai, une différence dont l'importance apparaîtra pleinement le jour où, dont nous pouvons déjà entrevoir la lointaine venue, on cherchera à formuler une théorie de la relativité généralisée dans un autre sens que celui d'Einstein. Nous voulons dire s'appliquant à la fois aux sciences physiques et aux sciences sociales. Dans les unes et les autres, tout semble se passer de façon symétrique, mais inverse. À l'observateur du monde physique, comme le montre par exemple le voyageur, ce sont les systèmes évoluant dans le même sens que le sien qui paraissent immobiles, tandis que les plus rapides sont ceux qui évoluent dans un sens différent. C'est le contraire pour les cultures, puisqu'elles nous paraissent d'autant plus actives qu'elles se déplacent dans le sens de la nôtre, et stationnaires quand leur orientation diverge. Mais dans le cas des sciences de l'homme, le facteur vitesse n'a qu'une valeur métaphorique. Pour rendre la comparaison valable, on doit le remplacer par celui d'information et de signification. Or, nous savons qu'il est possible d'accumuler beaucoup plus d'informations sur un train qui se meut parallèlement au nôtre et à une vitesse voisine, ainsi examiner la tête des voyageurs, les compter, etc., que sur un train qui nous dépasse ou que nous dépassons à très grande vitesse, ou qui nous paraît d'autant plus court qu'il circule dans une autre direction. À la limite, il passe si vite que nous gardons qu'une impression confuse d'où les signes mêmes de vitesse sont absents. Il se réduit à un brouillage momentané du champ visuel. Ce n'est plus un train, il ne signifie plus rien. Il y a donc, semble-t-il, une relation entre la notion physique de mouvement apparent et une autre notion qui, elle, relève également de la physique, de la psychologie et de la sociologie, celle de quantité d'informations, susceptible de passer entre deux individus ou groupes en fonction de la plus grande ou moins grande diversité de leurs cultures respectives. Chaque fois que nous sommes portés à qualifier une culture humaine d'inerte ou de stationnaire, nous devons donc nous demander si cet immobilisme apparent ne résulte pas de l'ignorance où nous sommes de ses intérêts véritables, conscients ou inconscients, et si, ayant des critères différents des nôtres, cette culture n'est pas à notre égard victime de la même illusion. Autrement dit, nous nous apparaîtrions l'un à l'autre comme dépourvus d'intérêt, tout simplement parce que nous ne nous ressemblons pas. La civilisation occidentale s'est entièrement tournée depuis 2 ou 3 siècles vers la mise à disposition de l'homme de moyens mécaniques de plus en plus puissants. Si l'on adopte ce critère, on fera de la quantité d'énergie disponible par tête d'habitant l'expression du plus ou moins haut degré de développement des sociétés humaines. La civilisation occidentale, sous sa forme nord-américaine, occupera la place de tête, les sociétés européennes venant ensuite, et avec à la traîne, une masse de sociétés asiatiques et africaines qui deviendront vite indistinctes. Or, ces centaines ou même ces milliers de sociétés qu'on appelle insuffisamment développées ou
primitives, qui se fondent dans un ensemble confus quand on les envisage sous le rapport que nous venons de citer, et qui n'est guère propre à les qualifier puisque cette ligne de développement leur manque ou occupe chez elles une place très secondaire. Elles se placent aux antipodes les unes des autres. Selon le point de vue choisi, on aboutirait donc à des classements différents. Si le critère retenu avait été le degré d'aptitude à triompher des milieux géographiques les plus hostiles, il n'y a guère de doute que les Esquimaux d'une part, les Bédouins de l'autre, emporteraient la palme. L'Inde a su, mieux qu'aucune autre civilisation, élaborer un système philosophico-religieux, et la Chine, un genre de vie capable de réduire les conséquences psychologiques d'un déséquilibre démographique. Il y a déjà 13 siècles, l'islam a formulé une théorie de la solidarité de toutes les formes de la vie humaine, technique, économique, sociale, spirituelle, que l'Occident ne devait retrouver que tout récemment avec certains aspects de la pensée marxiste et la naissance de l'ethnologie moderne. On sait quelle place prééminente cette vision prophétique a permis aux Arabes d'occuper dans la vie intellectuelle du Moyen-Âge. L'Occident, maître des machines, témoigne de connaissances très élémentaires sur l'utilisation et les ressources de cette suprême machine qu'est le corps humain. Dans ce domaine, au contraire, comme dans celui connexe des rapports entre le physique et le moral, l'Orient et l'Extrême-Orient possèdent sur lui une avance de plusieurs millénaires. Ils ont produit ces vastes sommes théoriques et pratiques que sont le yoga de l'Inde, les techniques de souffle chinoises ou la gymnastique viscérale des anciens Maoris. L'agriculture, sans terre, depuis peu à l'ordre du jour, a été pratiquée pendant plusieurs siècles par certains peuples polynésiens qui eussent pu aussi enseigner au monde l'art de la navigation et qui l'ont profondément bouleversé au XVIIIe siècle en lui révélant un type de vie sociale et morale plus libre et plus généreuse que tout ce que l'on soupçonnait. Pour tout ce qui touche à l'organisation de la famille et à l'harmonisation des rapports entre groupe familial et groupe social, les Australiens, arriérés sur le plan économique, occupent une place si avancée par rapport au reste de l'humanité qu'il est nécessaire pour comprendre les systèmes de règles les plus élaborés pour eux de façon consciente et réfléchie, de faire appel aux formes les plus raffinées des mathématiques modernes. Ce sont eux qui ont vraiment découvert que les liens du mariage forment le canevas sur lequel les autres institutions sociales ne sont plus que des broderies. Car, même dans les sociétés modernes où le rôle de la famille tend à se restreindre, l'intensité des liens de famille n'est pas moins grande. Elle s'amortit seulement dans un cercle plus étroit aux limites duquel d'autres liens intéressant d'autres familles viennent aussitôt les relayer. L'articulation des familles, au moyen des intermariages, peut conduire à la formation de larges charnières qui maintiennent tout l'édifice social et lui donnent sa souplesse. Avec une admirable lucidité, les Australiens ont fait la théorie de ce mécanisme et inventorié les principales méthodes permettant de le réaliser, avec les avantages et les inconvénients qui s'attachent à chacune. Ils ont ainsi dépassé le plan de l'observation empirique pour s'élever à la connaissance des lois mathématiques qui régissent le système. Si bien qu'il n'est nullement exagéré de saluer en eux non seulement les fondateurs de toute sociologie générale, mais encore les véritables introducteurs de la mesure dans les sciences sociales. La richesse et l'audace de l'invention esthétique des Mélanésiens, leur talent pour intégrer dans la vie sociale les produits les plus obscurs de l'activité inconsciente de l'esprit, constituent un des plus hauts sommets que les hommes aient atteints dans ces directions. La contribution de l'Afrique est plus complexe, mais aussi plus obscure, car c'est seulement à une date récente qu'on a commencé à soupçonner l'importance de son rôle comme melting pot culturel de l'ancien monde, lieu où toutes les influences sont venues se fondre pour
répartir ou se tenir en réserve, mais toujours transformés dans des sens nouveaux. La civilisation égyptienne, dont on connaît l'importance pour l'humanité, n'est intelligible que comme un ouvrage commun de l'Asie et de l'Afrique. Et les grands systèmes politiques de l'Afrique ancienne, ses constructions juridiques, ses doctrines philosophiques, longtemps cachées aux Occidentaux, ses arts plastiques et sa musique, qui explorent méthodiquement toutes les possibilités offertes par chaque moyen d'expression, sont autant d'indices d'un passé extraordinairement fertile. Celui-ci est d'ailleurs directement attesté par la perfection des anciennes techniques du bronze et de l'ivoire, qui dépassent de loin tout ce que l'Occident pratiquait dans ces domaines à la même époque. Nous avons déjà évoqué la contribution américaine et il est inutile d'y revenir ici. D'ailleurs, ce ne sont pas tellement ces apports morcelés qui doivent retenir l'attention, car ils risqueraient de nous donner l'idée doublement fausse d'une civilisation mondiale composée comme un habit d'arlequin. On a trop fait état de toutes les propriétés. Phénicienne pour l'écriture, chinoise pour le papier, la poudre à canon, la boussole, indienne pour le verre et l'acier. Ces éléments sont moins importants que la façon dont chaque culture les groupe, les retient ou les exclut. Et ce qui fait l'originalité de chacune d'elles réside plutôt dans sa façon particulière de résoudre des problèmes, de mettre en perspective des valeurs qui sont approximativement les mêmes pour tous les hommes. Car tous les hommes, sans exception, possèdent un langage, des techniques, un art, des connaissances de type scientifique, des croyances religieuses, une organisation sociale, économique et politique. Or, ce dosage n'est jamais exactement le même pour chaque culture. Et de plus en plus, l'ethnologie moderne s'attache à déceler les origines secrètes de ces options, plutôt qu'à dresser un inventaire de traits séparés. Chapitre 7. Place de la civilisation occidentale. Peut-être formulera-t-on des objections contre une telle argumentation à cause de son caractère théorique. Il est possible, dira-t-on, sur le plan d'une logique abstraite, que chaque culture soit incapable de porter un jugement vrai sur une autre, puisqu'une culture ne peut s'évader d'elle-même et que son appréciation reste par conséquent prisonnière d'un relativisme sans appel. Mais regardez autour de vous. Soyez attentifs à ce qui se passe dans le monde depuis un siècle, et toutes vos spéculations s'effondreront. Loin de rester enfermées en elles-mêmes, toutes les civilisations reconnaissent l'une après l'autre la supériorité de l'une d'entre elles, qui est la civilisation occidentale. Ne voyons-nous pas le monde entier lui emprunter progressivement ses techniques, son genre de vie, ses distractions et jusqu'à ses vêtements? Comme Diogène prouvait le mouvement en marchant, c'est la marche même des cultures humaines qui, depuis les vastes masses de l'Asie jusqu'aux tribus perdues dans la jungle brésilienne ou africaine, prouve par une adhésion unanime, sans précédent dans l'histoire, qu'une des formes de la civilisation humaine est supérieure à toutes les autres. Ce que les pays insuffisamment développés reprochent aux autres dans les assemblées internationales n'est pas de les occidentaliser, mais de ne pas leur donner assez vite les moyens de s'occidentaliser. Nous touchons là au point le plus sensible de notre débat. Il ne servirait à rien de vouloir défendre l'originalité des cultures humaines contre elles-mêmes. De plus, il est extrêmement difficile à l'ethnologue d'apporter une juste estimation d'un phénomène comme l'universalisation de la civilisation occidentale, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, l'existence d'une civilisation mondiale est un fait probablement unique dans l'histoire, ou dont les précédents seraient à chercher dans une préhistoire lointaine sur laquelle nous ne savons à peu près rien. Ensuite, une très grande incertitude règne sur la consistance du phénomène en question. Il est de fait que depuis 1 siècle et demi, la civilisation occidentale
tant soit en totalité, soit par certains de ses éléments clés comme l'industrialisation, à se répandre dans le monde, et que, dans la mesure où les autres cultures cherchent à préserver quelque chose de leur héritage traditionnel, cette tentative se réduit généralement aux superstructures, c'est-à-dire aux aspects les plus fragiles et dont on peut supposer qu'ils seront balayés par les transformations profondes qui s'accomplissent. Mais le phénomène est en cours. Nous n'en connaissons pas encore le résultat. S'achèvera-t-il par une occidentalisation intégrale de la planète